Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous allons poursuivre le programme de ce congrès de la Société française de pédiatrie en enchaînant avec un symposium qui va être sous l'égide du laboratoire Nestlé et où il va être question d'HMO de manière à pouvoir faire le point sur l'actualité et les connaissances sur le sujet. Donc je vous cède la parole pour animer ce symposium. Le professeur Dupont, le docteur Piloquet, qui sont nos orateurs sur le plateau en direct. Et je vous remercie pour la suite de ces présentations. Merci bien. Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis, chers collègues présents pour ce congrès. Nous allons avoir ce symposium sur les HMO, les Human Milk Oligosaccharides, ces formules, ces molécules qui sont présentes en quantité importante dans le lait de mère et qui sont très étudiées actuellement. Le titre de la présentation, des présentations et de ce symposium est donc les HMO dans les formules infantiles avec les perspectives potentielles d'utilisation, notamment dans ces formules infantiles. La première présentation sera faite par le docteur Hugues Piloquet de Nantes et le titre de sa présentation est HMO, modulateur naturel du microbiote. Voilà. Merci Hugues, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc je suis ravi d'être parmi vous ce midi dans le contexte de ce beau congrès de la SFP. Et puis je remercie Christophe pour son introduction. HMO, on va parler de ce monde un peu encore secret, mais qui se dévoile petit à petit avec nos connaissances qui évoluent très vite sur ce domaine. Bien sûr, on ne peut s'empêcher à rappeler les avantages de l'allaitement prolongé dans l'espèce humaine avec un certain nombre d'actions de prévention, notamment vis-à-vis des infections respiratoires, gastro-intestinales. Tout bon pédiatre sait qu'un bébé allaité fait 2 fois moins de gastroentérite dans sa première année. Certaines maladies également plus chroniques, avec beaucoup de discussions et de débats dans la littérature, comme vous le savez, sur l'obésité, le diabète de type 1. Et puis l'allergie, avec probablement une efficacité plus prouvée chez les enfants avec antécédents allergiques vis-à-vis de la population générale. Mais ces avantages ont été largement étudiés. Concernant ces avantages, on cherche à comprendre les mécanismes. Eh bien, effectivement, pour avoir une idée, on arrive assez vite à un système très particulier qui est un écosystème colique bactérien dominé par des bifidobactéries. Tout le monde maintenant a bien acquis ces connaissances. Et probablement un métabolisme très particulier avec une acidité importante, lactate, acétate. Et tout pédiatre également, en ouvrant une couche sale de préférence, est capable de dire si un enfant est allaité ou pas, rien qu'à l'aspect des selles. Donc vous voyez que ce système produit des selles caractéristiques et tout à fait significatives vis-à-vis d'un enfant nourri par une formule. La mise en place du microbiote, il faut comprendre, sans aller dans le détail des bactéries, que l'enfant naît avec un tube digestif assez vide finalement. Il y a surtout du liquide amniotique. Et puis vous avez une séquence pour passer de germes aérobie à anaérobie qui progressivement appauvrissent le milieu en oxygène et on arrive à un milieu très anaérobie avec, si possible, une prédominance par des bifidobactéries, mais il y a également des germes qui peuvent prendre la dominance. Donc tous les enfants dans les premiers mois de vie n'ont pas cette dominance de bifidobactéries. Ici, sur une revue de la littérature récente par une équipe rennaise en France, nos collègues de Rennes montrent qu'on peut isoler les différentes bactéries colonisant ce côlon néonatal et on voit certaines bactéries venant de la peau de la maman. On comprend bien que ces bactéries venant de la peau sont plus chez les enfants césarisés, par exemple. Et puis vous avez
vous avez également des bactéries issues du microbiote maternel, bien sûr, avec une transmission très importante probablement au moment de la naissance entre la mère et l'enfant. On met en parallèle cet écosystème colique dit idéal avec ce qu'on a vu ensemble, et puis des agressions dans notre médecine moderne. On peut parler à ce moment-là de dérive de ce microbiote ou de dysbiose. Et vous avez des agressions très classiques comme la césarienne. On voit bien que la césarienne gêne la transmission bactérienne entre la mère et l'enfant. La prématurité avec un intestin immature, pas tout à fait encore suffisamment développé pour obtenir un écosystème équilibré. Les antibiotiques, il faut savoir qu'une dose d'amoxicilline par exemple est très délétère pour les bifidobactéries. Donc on tue bien sûr des pathogènes, mais aussi sans doute de bonnes bactéries. Et puis les enfants sous formule, on le sait très bien, n'ont pas l'ensemble des ingrédients nécessaires à la mise en place de cet écosystème. Si vous prenez un exemple très simple entre un bébé allaité et un bébé nourri aux formules, vous voyez bien que sur cette étude de 2004, si vous regardez les ARN ribosomaux, vous voyez qu'il y a une richesse en bifides qui est très significativement différente chez les enfants allaités vis-à-vis des enfants nourris par formule. Vous savez que maintenant, on a des méthodes très précises pour décrire ce microbiote avec différents phyla, les actinobacteria, les firmicutes, les bactéroïdetes. Et en fait, la répartition des différentes familles est différente entre les enfants allaités et les enfants nourris par formule. On le sait maintenant depuis de nombreuses années. Alors, je voudrais introduire un des constituants du lait maternel qui nous intéresse aujourd'hui, les HMO, donc des oligosaccharides. On l'appelait pour les plus anciens d'entre nous le gynolactose, c'est encore dans nos traités de puériculture. Et finalement, on s'aperçoit que 5 à 15 grammes, c'est pas négligeable, le troisième constituant du lait maternel. Et on a longtemps cherché à quoi pouvaient servir ces sucres branchés. On sait maintenant qu'il y a plus de 130 structures différentes, et que le plus fréquent, le plus important dans ces différentes structures, c'est le 2-FL, 2-fucosylactose, qui représente à peu près 30% des HMO totaux. Donc vous voyez, une prise de conscience et une connaissance qui s'améliore avec des quantités décroissantes en fonction des constituants. Alors, on a du mal à comprendre finalement. On voit bien les bactéries qui arrivent, en particulier de la maman, et puis on voit ces HMO. Il faut essayer de répartir les rôles. Le microbiote spécifique, c'est une colonisation de l'intestin à partir de la naissance, peut-être pour certains un peu avant, prévention des infections, bien sûr, maturation du système immunitaire. Et puis les HMO, on commence à dessiner leur portrait robot. Ils modulent le microbiote spécifique, ils inhibent l'adhérence des pathogènes, vous voyez, modulent l'immunité de l'intestin, ils participent à la barrière intestinale, donc ils ont des rôles d'interaction avec la muqueuse et avec le microbiote. Si vous prenez cette étude très intéressante que je vous conseille de lire, qui est de 2019, et on regarde le microbiote de bébé par des techniques moléculaires, et on a 3 clusters, A, B et C, et on essaie de savoir dans un modèle multivarié ce qui va différencier ces 3 clusters. Et on a bien sûr le type d'accouchement, on a le fait d'avoir des formules ou un allaitement, mais vous voyez qu'en fait, on s'aperçoit que les HMO sont très prédictifs. Le type d'HMO va orienter vers A, vers B, vers C. Donc c'est un facteur majeur d'orientation du microbiote chez l'enfant. Ce sont tous des bébés allaités. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il y a des différences par le type d'HMO. Alors les HMO, je passe rapidement. Vous avez ici un beau Lego avec 5 briques, le glucose, le galactose, N-acétylglucosamine, fucose et acide sialique. En fait, vous avez une structure centrale et puis vous avez soit une fucosylation pour arriver à des HMO neutres, soit une sialylation, c'est-à-dire que l'acide sialique vient se brancher à différents endroits pour avoir des HMO sialylés et donc acides de par l'acide sialique. Donc on connaît bien cette structure des HMO humains. Si on regarde dans le lait de vache, puisque beaucoup de bébés reçoivent des formules à base de lait de vache, on voit que les HMO sont très peu présents dans le lait de vache, 0,05 g par litre, et la différence, c'est que leur structure est très différente et sans aucune similitude avec les HMO humains.
Alors, bien sûr, on peut faire dans l'histoire des prébiotiques, puisqu'on en arrive à ça. Vous connaissez Fosgos, qui a eu une période où on les utilisait dans les formules. HMO est une structure beaucoup plus complexe, avec de nombreuses molécules et surtout avec une spécificité d'espèce. Il faut savoir que, finalement, quand vous donnez un microbiote du FOS, eh bien, vous n'avez pas une sélectivité très importante vis-à-vis des bactéries. On va revoir que les HMO sont très spécifiques des bactéries qui nous intéressent. La deuxième notion complexe dans les HMO, c'est leur programmation en termes de composition par des gènes. Alors ici, je vous ai mis les deux gènes les plus importants qui sont FUT2 et FUT3 qui codent pour des enzymes. Et vous comprenez bien sur le diagramme que quand vous avez FUT2 positif, vous allez fabriquer beaucoup de 2'FL puisque vous avez une fucosylation grâce à votre enzyme qui fucosyle à un endroit particulier. Alors vous pourrez fabriquer un peu de 2'FL si vous êtes FUT2 négatif, mais ce sera plus compliqué puisqu'il faudra faire plusieurs étapes. Donc il y aura beaucoup moins de 2'FL. Le FUT3, c'est de la même façon, qui est un gène aussi exprimé sur la surface des globules rouges, c'est l'antigène Lewis. Il est associé à un taux de 3'FL élevé. Donc vous voyez qu'en fait, on a un schéma d'HMO qui dépend des gènes FUT2 et FUT3. Donc c'est important à comprendre puisque si vous regardez le profil d'HMO suivant votre statut FUT2 et FUT3, vous voyez que, je vais vous donner un exemple, vous avez 4 groupes FUT2 positifs, FUT3 positifs, vous voyez 71% des femmes sont sur ce schéma très positif FUT2, FUT3. Donc en Europe, FUT2 positif, FUT3 négatif, vous voyez 7%, l'inverse 11%, 18%, pardon, et FUT2 négatif, FUT3 négatif, c'est 4%. Et vous pouvez voir les 4 groupes, si on prend par exemple la colonne du milieu, eh bien vous voyez en bas le 2'FL, vous voyez que évidemment quand vous avez, ça c'est le taux de 2'FL à partir de la naissance, dans les 100 premiers jours, et vous voyez que les 2 premiers groupes qui ont un FUT2 positif auront du 2'FL très élevé, alors que les 2 autres groupes auront un 2'FL quasiment nul. Si vous prenez le 3'FL à côté, eh bien, vous aurez beaucoup plus de 3'FL quand vous avez un FUT3 positif. Donc vous voyez, il y a une certaine logique. Il faut en plus rajouter que les gènes FUT2 et FUT3 interviennent dans d'autres HMO. Ici, on est assez perplexe de cette slide parce que si vous regardez la répartition des sécrétrices avec donc un FUT2 positif, vous voyez que dans le monde, eh bien, ça change beaucoup. Vous avez des régions bleues, par exemple, où vous avez 50% des femmes qui sont sécrétrices et puis vous en avez 50% qui ne le sont pas. Il y a même des régions asiatiques où 70% sont non sécrétrices. Alors, il vient la question de savoir quel est l'avantage d'évolution dans l'espèce humaine d'être FUT2 positif ou FUT2 négatif. Je pense qu'on a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine-là. Alors ici, vous voyez la répartition des HMO avec les fucosylés donc, sur votre gauche. Au milieu, vous avez les neutres et puis les acides sialylés, donc du côté droit. Et vous voyez que les quantités, c'est toujours issu de la belle revue Boudry de 2021, nos collègues rennais. Vous avez plus de 2 grammes en haut et puis vous avez les quantités qui descendent dans les lignes pour dire la quantité est quand même sans doute importante. Donc je vous ai mis le LNNT et le 2'FL. Vous voyez, le 2'FL est tout en haut, 30% des HMO, et puis le LNNT est en 3e ligne, donc moins en quantité. Alors, ces HMO vont avoir différentes actions. Je vais passer rapidement sur leur mécanisme. Ils ont déjà une promotion des bifides. Et ça, ce sont des données assez récentes. Vous savez qu'on s'intéresse beaucoup aux sous-espèces de bifidobactéries. Si vous prenez un bifido adolescentis, il ne va pas avoir les mêmes caractéristiques que les bifidos retrouvés pendant la période néonatale. Et ceux-là, le longum, le bifidum, le brevet, vous voyez, ils sont capables d'incorporer des HMO
intacts en intracellulaire. Alors ces résultats sont assez étonnants puisqu'il faut des transporteurs spécifiques pour HMO. Vous voyez, puisque dans les membranes, normalement, vous avez que les monosaccharides qui passent. Et donc là, probablement qu'il y a une longue évolution commune entre ces germes, comme le brevet ou le longome, avec l'espèce humaine pour être capable d'utiliser de façon intacte les HMO. Donc, si vous prenez un lait riche en 2FL, vous voyez qu'il y a une stimulation des populations bifides dans cette étude de 2004. Donc les bébés nourris naturellement par une maman qui a un FUT2 positif vont avoir une colonisation beaucoup plus importante de bifidobactéries. La deuxième action, c'est piéger des agents pathogènes qui peut donner donc un leurre à certains agents pathogènes et empêcher les infections. Donc c'est un mécanisme de protection. Je ne rentrerai pas dans les détails. On a in vitro, sur des modèles cellulaires, pu montrer l'efficacité, par exemple, si vous prenez certains HMO, le 2FL sur le VRS, une action spécifique avec une inhibition du virus très efficace avec le 2FL. On a montré aussi que le LNNT, par exemple, était également efficace sur le streptocoque pneumoniae, par exemple. Ici, là aussi, sur des bébés naturellement allaités, on va voir que les laits plus riches en 2FL peuvent être un moyen de protection vis-à-vis de certains pathogènes, comme ici les Campylobacter jejuni, une étude de 2004. Le troisième mécanisme d'action, c'est l'éducation du système immunitaire, probablement sur la balance TH1, TH2. On a là aussi des données pour montrer qu'il y a un rééquilibrage TH1, TH2 qui pourrait être intéressant sur les manifestations type allergique. Enfin, c'est l'action directe sur la barrière intestinale, avec probablement un rôle de stabilisation de la barrière et de l'épithélium. Donc sans doute une relation ancienne sur la maturation du tube digestif sur ce nouveau-né qui a besoin d'une évolution sur son tube digestif. Alors si on regarde l'action 2FL, je voudrais vous montrer cette étude très impressionnante. Donc vous avez soit des enfants nés par voie basse en bleu foncé et bleu clair, et puis vous avez des enfants nés par césarienne en rouge et orange. Et vous voyez, si vous regardez les populations de bifidobactéries, que finalement, les mamans qui sont FUT2 positifs, qui ont beaucoup de 2FL, par l'allaitement, vont corriger et entraîner un microbiote aussi riche en bifidobactéries que des enfants nés par voie basse. Ils corrigent au moins en partie, vous voyez sur cette slide, en orange. Par contre, les mères qui sont FUT2 négatifs ne peuvent pas corriger, ou du moins le bébé ne peut pas installer un microbiote aussi riche en bifidobactéries. Et vous voyez qu'en rouge, la population de bifides est beaucoup plus faible. En contrepartie, les entérocoques seront beaucoup plus élevés comme en miroir. Donc vous voyez, il y a une correction de certains laits maternels vis-à-vis de la dysbiose liée à la césarienne par le 2FL. Alors si on regarde d'autres exemples, ça c'est pour notre connaissance, je vous ai mis un autre HMO, le lacto-N-fucopenthase. Et donc vous voyez qu'ici, on regarde la prise de poids des enfants dans les 6 premiers mois et ce taux de HMO, et il y a une corrélation entre les deux. Donc possiblement, c'est une piste qui est très, très explorée actuellement, il y a un lien entre la prise de poids des bébés et le type d'HMO, ce qui va dans le sens de la programmation génétique de la prise de poids et qui pourrait être très intéressante à comprendre pour la suite. Troisième exemple de HMO, on va prendre la répartition des HMO chez des bébés nés à terme et des enfants prématurés. Et donc si on regarde ici, vous avez dans le groupe 1 des mamans qui sont FUT2 positifs, FUT3 positifs, et vous aurez dans le groupe 2 des FUT2 négatifs, FUT3 positifs. Vous commencez à avoir l'habitude de cette présentation génétique. Et vous voyez que chez des nouveau-nés prématurés et à terme, vous aurez une différence significative dans certains HMO.
Et donc, vous voyez que les prétermes sont en couleur blanche, les enfants à terme en couleur noire. Et donc, vous voyez que certains HMO vont être plus importants de façon tout à fait significative chez les bébés prématurés. Donc, il y a une adaptation probablement de la sécrétion des HMO suivant l'âge gestationnel. On connaissait bien l'exemple du taux de protéines dans le lait, mais probablement que les HMO, là aussi, sont modifiés. Un autre exemple d'application pratique, c'est cette étude chez le nouveau-né prématuré et les entérocolites. Et vous voyez qu'il y a le DSLNT, c'est pas facile à dire, qui est suivi. On regarde l'ensemble des HMO dans cette population de prématurés. Et en prospectif, on regarde ce qu'ils font en termes d'entérocolites. Et en fait, un certain nombre de bébés vont faire des entérocolites. Le type 1 est en blanc. Vous voyez que le type 2, dans la classification de Bell, est en jaune. Et le type 3 est en rouge. Et vous voyez que tous les enfants qui font des entérocolites ont un DSLNT qui est bas. Et donc, il y a une association entre la survenue d'une entérocolites et cet HMO qui est très faible. Donc, ça a été vérifié sur une étude de 2020 dans une autre équipe. Et ça donne des pistes, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui se passe vis-à-vis de l'entérocolite, qui est une complication majeure de la prématurité. Alors, on commence bien sûr à utiliser les HMO dans les formules. Je vous montre juste ça, puisque le professeur Van den Plas, je pense, va vous en parler plus largement. Ici, une étude de supplémentation d'EFL LNNT chez des bébés. Vous voyez, 1 gramme et 1,5 g de chaque HMO vis-à-vis d'un groupe contrôle. Et effectivement, quand vous regardez le résultat chez ces bébés, eh bien, cette formule enrichie avec 2 HMO permet d'augmenter la population de bifides et donc d'améliorer le microbiote avec une diminution des pathogènes ici représentés par Escherichia coli et les Peptostreptococcae. Oui, c'est pas facile à lire. Vous voyez qu'il y a on se rapproche finalement du microbiote des enfants contrôle allaités. Donc, pour finir ce petit exposé, il faut voir que le lait maternel contient des éléments bioactifs. Ça, tout le monde le savait, tous les pédiatres le savent, qui peuvent moduler et orienter le tube digestif. Le système immunitaire, le microbiote, avec des actions qui passent par le microbiote, d'autres probablement qui sont des actions directes. Les HMO sont un élément clé de cette modulation. Il y a certainement d'autres molécules, mais ils participent par leur quantité et probablement leur diversité à ce phénomène. Le 2FL est quantitativement l'HMO le plus important. Il représente environ 30%. Les laits riches en 2FL ont des avantages objectifs vis-à-vis des laits à taux faible. Le microbiote est plus riche en bifidobactéries et on sait qu'il y a des protections vis-à-vis de certaines gastroentérites. Donc actuellement, on sait synthétiser un certain nombre d'HMO. Donc vous voyez que l'EFSA et la FDA américaine ont autorisé l'utilisation du 2FL et du LNT en 2016 dans les formules infantiles et que cette année, un mélange de 5 HMO, donc qui est un mélange représentant les trois types d'HMO, a été validé également et on aura des résultats, je pense, intéressants sur des études déjà faites au prochain EBSGAN, le Congrès mondial de gastroentérologie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Très bien, merci beaucoup Hugues pour cette présentation extrêmement claire de ce qu'on sait maintenant sur les HMO et sur l'évolution de la recherche qui est extrêmement importante. On connaît des choses de plus en plus rapidement, c'est très intéressant. Et maintenant, on va passer au deuxième exposé. Les questions seront pour la fin. On va passer au deuxième exposé qui va être fait par notre ami Yvan Van den Plas, qui est professeur de pédiatrie à Bruxelles et qui va nous parler des HMO et de leur efficacité en termes de protection et en termes d'influence sur l'allergie. Voilà. Yvan, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Christophe pour l'introduction. Et donc, le titre de ma présentation est « Protection et allergie ». Ceci, c'est le layout de la présentation. Et donc, on va commencer par la prévalence de l'allergie au lait de vache qui, selon le président de notre session, a été rapportée
d'être aux alentours de 2 à 5% de tous les enfants. On va se concentrer, comme dans toutes ces présentations sur l'alimentation des enfants, sur l'aspect nutritionnel, mais l'allergie est évidemment une maladie multifactorielle et donc les allergies sont des pathologies complexes aux causes multiples telles que des facteurs d'environnement, de prédisposition génétique et exposition aux allergènes aussi évidemment. Et donc, parmi les facteurs de risque pour l'allergie aux protéines de lait de vache les plus connus, c'est le contexte génétique. Si la mère, le père, s'il y a une allergie alimentaire familiale, oui ou non. L'alimentation, allaitement artificiel ou être allaité est certainement un facteur de risque. Et last but not least, le microbiote gastro-intestinal qu'on sait très bien, comme ça vient d'être décrit, est différent si l'enfant est né par voie naturelle ou par césarienne. Et à ne pas oublier, il y a aussi plein de médicaments qui jouent un rôle très important dans le développement de cette flore intestinale dès la naissance. Faut que réfléchir aux expositions aux antibiotiques et la plupart des enfants qui sont nés par césarienne reçoivent aussi des antibiotiques au moment de la naissance. Les inhibiteurs de la pompe à protons certainement vont aussi influencer cette première colonisation. Et ceci joue un rôle aussi bien chez les nourrissons que déjà pendant la grossesse, qui a été démontré aussi, c'est que des changements de microbiote gastro-intestinal chez la mère pendant la fin de la grossesse peut avoir une influence sur la première colonisation chez l'enfant. Et donc, ce microbiome précoce est extrêmement important et joue un rôle fondamental dans le risque de développer des allergies. Et ceci, c'est une étude un peu compliquée, une diapo un peu compliquée, mais ça vous montre que la dysbiose microbienne au début de la vie est associée à un risque d'atopie. Ça vous montre que le microbiote intestinal néonatal influence la susceptibilité de l'asthme allergique infantile via des altérations du micro-environnement intestinal. Ce que la diapo vous montre, c'est qu'il y a différents taux ou différentes compositions de microbiote qui est associée avec de différents taux d'IgE et donc un différent risque pour les enfants de développer des allergies plus tard. C'est la souris est partie. Ce qui est bien connu aussi depuis bien longtemps, il y a plus de 20 ans, c'est qu'il y a des différences dans la composition du microbiote intestinal entre les nourrissons allergiques et non allergiques qui sont présents avant les manifestations d'allergie. Et ce sont les études suédoises qui ont montré que le nombre de lactobacilles et bifidobactéries chez les enfants qui vont développer des allergies est plus bas comparé à ceux qui vont pas développer de l'allergie avant que les symptômes d'allergie se développent. Ce qui suggère que la première colonisation chez les enfants est un facteur fondamental dans le développement, oui ou non, de l'allergie alimentaire. Et donc, le développement de l'allergie ou le risque d'allergie est certainement multifactoriel. Il y a le taux d'immunoglobuline A, l'exposition aux antibiotiques inhibiteurs de la pompe à protons pendant les premières semaines de la vie, la façon dont on est né et aussi la dysbiose,
ce qui va entretenir une perturbation immunitaire, un système immunologique déséquilibré, et donc tous ces facteurs ensemble vont déterminer le risque de l'enfant de développer une allergie au lait de vache. Une fois que le diagnostic d'allergie au lait de vache est fait, quel est le traitement de l'allergie? C'est évidemment éviction de l'allergène et donc un régime avec des hydrolysats poussés de protéines. Et ce diapo vous montre bien qu'aussi bien selon les recommandations de l'Australie ou des DRACMA Guidelines ou de l'ESBGAN, le premier choix dans le traitement de l'allergie au lait de vache, c'est l'hydrolysat poussé, ce qui est recommandé dans la plus grande partie des indications chez les enfants avec des symptômes modérés. Donc, ceci étant dit, les formules d'acides aminés réservées pour les enfants avec des symptômes les plus sévères. Et donc, hydrolysat poussé est certainement le traitement de recommandation, mais est-ce qu'on sait faire plus? Est-ce qu'on sait aussi introduire une protection chez ces enfants? Qu'est-ce qu'on sait du lait maternel? Quels sont les facteurs les plus importants dans la composition du lait maternel pour introduire cette protection? Il y a les oligosaccharides qui a été magnifiquement expliqué par le docteur Piloquet dans la première partie de ce webinaire. Et il n'y a pas uniquement les oligosaccharides qui vont stimuler le développement de la flore gastro-intestinale en eubiose avec des bifidobactéries et des lactobacilles, mais il y a aussi le lactose qui va jouer un rôle important. Dr Piloquet vous a montré que selon le taux de HMO, le taux de 2FL dans le lait maternel, il y a une protection différente pour les infections, les gastro-entérites infectieuses. Chez le nourrisson, bien la même chose est vrai pour la protection pour l'allergie. Ce que ce diapositive vous montre, c'est que chez des enfants qui sont nés par césarienne, qui sont nourris exclusivement au sein par une maman qui est sécréteur ou une maman qui est non sécréteur, que le risque de développer une dermatite atopique est 3 fois plus chez l'enfant qui est allaité par une maman qui est sécréteur de 2FL qui est non sécréteur de DFL que chez une maman qui est sécréteur. Donc le plus de 2FL dans le lait maternel, le mieux que la protection est pour développer la dermatite atopique. Et qu'est-ce qu'on sait pour le lactose? Bien, ceci, c'est le diapo qui représente le microbiote chez les nourrissons avec une allergie au lait de vache, nourris avec un hydrolysat poussé de protéines, avec lactose ou sans lactose. Et ça vous montre que avec lactose, il y a une augmentation claire et nette de bifidobactéries et de lactobacilles qui atteignent les décomptes retrouvés chez les témoins sains. Et ce même lactose résulte dans une diminution significative de bactéroïdes et clostridiés. Donc, aussi le lactose a une influence importante dans la composition du microbiote gastro-intestinal. Et ça a aussi des conséquences nutritionnelles, parce que quand il y a du lactose, il y a plus de lactobacilles, comme démontré, mais ceci est aussi lié avec une absorption meilleure du calcium. Donc aussi des conséquences nutritionnelles favorables suite à la présence de lactose dans cette formule avec protéines hydrolysées de façon poussée. Et le niveau de 2FL, de nouveau, joue un rôle important. Ceci est des données qui indiquent que chez des nourrissons nés par césarienne et présentant un risque héréditaire élevé d'allergie,
pourrait avoir un risque plus faible de manifester un eczéma IgE médié à 2 ans si la maman est sécrétaire, si la maman est un FUT2 et qu'il y a beaucoup de 2FL dans le lait maternel, il y a une diminution significative diminuée de la dermatite atopique. Jusqu'à l'âge de 2 ans, à 5 ans, cette différence n'est plus retrouvée. Est-ce qu'on peut traduire ceci chez des enfants qui ont une allergie au lait de vache et qui reçoivent ce hydrolysat poussé? Oui, c'est une diapo assez compliquée. Je vous demande de concentrer sur la partie gauche qui vous montre en orange et rouge ou jaune et orange que chez l'enfant allaité exclusivement, né par césarienne avec le C ou par voie vaginale avec le V, et ceci représente la communauté fécale infantile. Et vous voyez que chez des enfants nés par césarienne ou voie naturelle avec une formule standard non supplémentée, que cette communauté fécale est statistiquement tout à fait différente et que donc le développement de la flore intestinale est différent chez ces enfants. Tandis que si on ajoute les HMO dans cette formule, vous voyez que la différence entre communauté fécale entre l'enfant nourri au biberon comparé à l'enfant nourri au sein disparaît tout à fait. Et ceci, ça va suivre dans les diapos qui suivent, est lié avec un risque différent d'avoir besoin d'administration d'antibiotiques. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que une formule avec un hydrolysat poussé de protéines avec HMO contenant les 2 oligosaccharides 2FL et LNNT peut être utilisé en toute sécurité chez les nourrissons et les jeunes enfants avec une allergie aux protéines de lait de vache, et l'hypoallergénicité qui était connue de ce hydrolysat poussé sans HMO est confirmée tout à fait avec la même formule, avec l'ajout de ces 2 HMO. Et ceci, de nouveau, une diapo assez compliquée, mais qui vous montre finalement que l'ajout de ces 2 HMO à ce hydrolysat résulte dans une évolution de la flore gastro-intestinale plus près de l'évolution de la flore gastro-intestinale chez l'enfant nourri au sein. Donc la supplémentation en HMO semble donc ralentir le passage prématuré vers un microbiome intestinal de type adulte précédemment décrit chez les nourrissons ne recevant pas ou seulement une partie du lait maternel. En d'autres mots, la différence entre flore gastro-intestinale chez l'enfant allergique non allergique est retardée puisqu'on change la flore gastro-intestinale chez les enfants et on la ramène plus proche de la flore gastro-intestinale de l'enfant nourri au sein, tandis que chez l'enfant allergique, classiquement, cette flore était démontrée comme étant différente. Est-ce que cela a un effet clinique? Oui. Ceci sont des données sur réduction d'infection des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons en bonne santé et les nourrissons avec allergie aux protéines de lait de vache avec une préparation infantile contenant du 2FL et LNT. Et donc, ceci vous montre qu'il y a une diminution claire pour les enfants sains de
qui est statistiquement significative avec infection de respiratoire inférieur rapportée et chez les enfants avec une allergie aux protéines de lait de vache, il y a confirmation de cette évolution. Et donc, il y a une réduction avec 23% des infections de voies respiratoires inférieures et une réduction de 42% des infections des voies respiratoires supérieures et donc une réduction des infections respiratoires importante par mois que cette formule est administrée chez les enfants avec une allergie au lait de vache qui reçoivent cette préparation contenant les deux HMO comparé avec la même formule qui ne reçoit pas ces deux HMO. Et ceci résulte aussi dans une diminution d'utilisation de médicaments pendant l'évolution de cette étude, pendant le parcours de cette étude. Et donc, il y a une tendance importante de diminution d'utilisation d'antibiotiques et d'antipyrétiques rapportés. Et ceci dépend de la composition de la flore gastro-intestinale. Donc, ce que cette diapositive vous montre, c'est que les nourrissons, avec une communauté de microbiote intestinal dominée par des bifidobactéries à 3 mois, ont moins souvent besoin d'antibiotiques au cours de la première année de vie et ramènent ce besoin d'antibiotiques à la même hauteur que les enfants nourris au sein. Et on sait très bien aussi que les enfants allergiques au lait de vache ont une tendance d'avoir une plus haute incidence d'infection. Et donc, la réduction d'antibiotiques, d'utilisation d'antibiotiques avec l'ajout de ces deux HMO à cette formule efficace dans le traitement de l'allergie au lait de vache est un avantage qui est très important pour ces enfants. Donc, les taux plus faibles précédemment rapportés d'utilisation de médicaments liés aux infections avec les HMO peuvent donc être liés au type de communauté du microbiote intestinal et c'est bien l'influence des HMO sur ce microbiote qui résulte dans la diminution d'infection et la diminution de besoin d'antibiotiques. Ce qui me ramène à la conclusion de cette présentation, c'est que évidemment, l'intestin est l'organe qui est important pour l'aspect nutritionnel, pour l'aspect de digestion, mais l'intestin n'est donc pas uniquement destiné à la digestion de nos aliments, parce que l'intestin est le principal organe impliqué dans la digestion des aliments et l'absorption de nutriments, mais il est colonisé par des microbes peu après la naissance. La plus grande population de microbes dans le corps, chez un adulte, c'est 1 kg à 1,5 kg de bactéries que nous avons dans notre intestin, ou 100 fois plus de microbes que de cellules humaines. Et ce microbiote est un arbitre une grande population de cellules immunitaires. Il s'agit du plus grand organe immunitaire que nous avons. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que chez les enfants qui ont un système immunologique perturbé parce qu'ils développent une allergie au lait de vache, suite ou liée à une dysbiose importante, que d'un côté, élimination des allergènes avec une formule d'un nitrolysat poussé et avec l'ajout de HMO qui alors va normaliser aussi la composition de cette flore gastro-intestinale et donc induire un bénéfice ajouté à l'efficacité de nitrolysat.
Je vous remercie pour votre attention et ensemble avec le président de ce webinaire et Dr Piloquet, on va essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup Yvan, c'était très intéressant, très détaillé et on a appris, je crois, beaucoup de choses. Alors effectivement, comme tu viens de dire, on peut avoir maintenant un certain nombre de questions et on a un peu moins de 15 minutes pour répondre à ces questions. En attendant d'avoir les questions, je vais peut-être en poser une, moi, pour l'instant déjà à Hugues Piloquet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la différence entre le lait de mer, le lait humain, et le lait des autres mammifères? Pourquoi finalement il n'y a pas de HMO ou très peu dans les autres mammifères? Alors, je pense que les spécialistes avaient remarqué très tôt que ce gynolactose était spécifique à l'espèce humaine. Je pense que cette notion, elle est très très ancienne. On retrouve ça dans les manuels d'obstétrique de 1890. Donc je pense qu'il y a une particularité d'espèce. Et on peut faire un parallèle si on regarde par exemple la sécrétion en acide gras polyinsaturé, avec une construction également complexe du cerveau et la nécessité de constituants spécifiques. Alors après, comment ça se passe dans l'évolution des espèces, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'espèce humaine a une particularité très importante sur HMO. Il suffit de regarder les quantités par mammifère. L'espèce humaine est très à part concernant les HMO. Est-ce qu'il y a une relation éventuelle entre la présence de HMO dans le lait de mer et le fait que l'espèce humaine ait pu évoluer vers un niveau d'intelligence supérieur à celui des autres mammifères? Là, je crois que c'est un sujet qui est très dangereux parce que si on associe HMO à intelligence, on va tous se précipiter pour aller en manger. Mais je pense qu'on a du mal à avoir une vision simpliste puisque, comme vous le savez, je pense qu'il faut revenir sur des exemples qu'on connaît mieux comme les acides gras polyinsaturés. On observe des différences et d'ailleurs, il y a maintenant une supplémentation systématique. Mais vous vous souvenez, en termes d'acides gras polyinsaturés, les différences qu'on pouvait voir à 2-4 ans, après, souvent, elle disparaissait dans la surveillance. Donc, rien n'est simple dans l'espèce humaine. Et je pense que dès qu'il s'agit du cerveau, il faut être très, très prudent. Toujours pas de questions pour l'instant. Yvan, une question. Tu nous as parlé de protection et d'allergie. On a l'impression que actuellement, ce qui est le plus prouvé, c'est l'effet protecteur contre les infections. Pour l'allergie, on cherche encore un peu dans quelle direction aller, mais pour les infections, ça semble quand même très confirmé maintenant. Oui, absolument. Ce qui a été montré dans les études, on a ajouté les HMO, aussi bien les formules standards que les hydrolysés poussés, c'est que ces enfants ont clairement moins d'infections respiratoires pour les hydrolysés poussés et pour les formules standards, aussi bien gastro-entérite que infections respiratoires. Et en conséquence, moins d'antipyrétiques et surtout moins d'antibiotiques qui sont quand même un médicament qui, comme a été dit, perturbe la flore gastro-intestinale pendant longtemps, parce qu'une semaine d'antibiotiques induit une perturbation de la flore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a une première question qui vient d'apparaître. Pour prescrire les HMO, a-t-on suffisamment d'éléments probants? Alors, pour prescrire des HMO, c'est-à-dire, je suppose, prescrire dans un lait contenant des HMO ou prescrire des HMO, parce que les HMO sont effectivement utilisables en complément alimentaire. Peut-être, Yvan, est-ce qu'on peut dire désormais qu'on peut utiliser des HMO et que ça servira à quelque chose?
Oui, je crois que certainement, puisque comme ça a été démontré clairement, c'est un component important du lait maternel. Ça a été démontré comme être tout à fait safe, donc sans risque d'effets secondaires. Et il y a plein d'arguments pour des avantages additionnels. Donc, s'il y a quelque chose qui probablement induit des avantages additionnels, qui n'a pas d'effet secondaire du tout et qui est présent dans le lait maternel, pourquoi pas le donner systématiquement à tous les enfants? Ça me semble une conclusion tout à fait logique. Très bien, merci. Une autre question pour le docteur Piloquet. Peut-on parler d'APLV, d'allergie aux protéines du lait de vache chez le nouveau-né, ou au contraire, peut-on parler d'intolérance ? Alors ça, c'est une question de se mettre d'accord sur les termes et des définitions. On ne parle plus d'intolérance aux protéines du lait de vache. On a choisi maintenant de parler d'allergie aux protéines de lait de vache de type immédiat ou de type retardé. Et donc, on a abandonné cette notion d'intolérance en ce qui concerne l'allergie aux protéines du lait de vache. Il y avait une confusion notamment avec l'intolérance au lactose, qui est un autre sujet des enfants beaucoup plus grands. Peut-être qu'on peut rajouter je peux rajouter une question là-dessus, sur l'allergie. Les enfants dans les populations, on a une répartition donc très différente en fonction de la capacité de fucosylation des mamans. Est-ce qu'on peut, compte tenu de ce que nous a dit en particulier Yvan, est-ce qu'on a des différences de répartition ou de fréquence de l'allergie en fonction de cette différence de répartition de la fucosylation ? Alors là, on rentre dans du lourd. La question de Christophe est évidemment extrêmement précise. On n'a pas encore un modèle complet des avantages. Par exemple, si vous prenez FUT2 positif pour une maman ou FUT2 négatif, on ne sait pas quel est le profil favorable. Il n'y a pas un profil absolu favorable. Et je pense que l'évolution humaine fait qu'il y a sans doute des profils qui sont plus favorables sur certains types de conséquences et puis un profil différent qui va avoir d'autres avantages. On a un exemple classique pour comprendre ça, c'est le lien entre drépanocytose et paludisme. Vous savez qu'il y a une hypothèse qui finalement nous fait comprendre que quand vous êtes exposé au paludisme, vous êtes avantagé quand vous avez une drépanocytose. Si vous faites disparaître le paludisme, il n'y a plus que les inconvénients de la drépanocytose. Donc en fait, il y a des avantages dans l'espèce humaine qui expliquent l'évolution probablement de la fréquence de tel gène ou tel gène. On n'a pas encore décrypté complètement le modèle HMO et l'évolution, mais je vous ai montré les grosses différences qu'il y avait entre continents dans, par exemple, le pourcentage de femmes sécrétrices FUT2 positif, ce qui est vraiment très étonnant. Alors une autre question maintenant, peut-être pour toi toujours, Hugues. Les HMO proposés dans les formules infantiles sont-ils identiques à ceux du lait maternel ? Alors complètement. Vous savez qu'on a en fait on a le recul finalement des années 98-2000 pour la fabrication synthétique, c'est de la bactériotechnologie. Et donc en fait vous avez une fabrication de sucres qui sont finalement assez complexes, mais pas très complexes dans la mesure où vous avez quelques oses qui sont branchées et le génie génétique maintenant des bactéries nous permet de fabriquer des constituants parfaitement identiques à ceux du lait maternel. Alors évidemment, en industriel, chaque composé doit être fabriqué. Et actuellement, à ma connaissance, il y a 11 HMO qui sont fabriqués de façon courante. On n'est pas rendu aux 130 molécules. Il faudra du temps pour tous les fabriquer. Je ne sais pas si un jour on les fabriquera tous. Donc on a une similitude complète et de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de risque particulier vis-à-vis de ce dont on dispose. Une question peut-être pour toi, Yvan. Y a-t-il des études avec supplémentation d'HMO chez les prématurés et la baisse de l'entérocolites ulcéro-nécrosante ? En pratique, est-ce qu'on a quelque chose de sûr maintenant en ce qui concerne l'effet protecteur des HMO sur l'entérocolite ? Voilà. Oui, la réponse est positive. Il y a plusieurs études qui montrent avec surtout d'autres HMO mais qui a une protection et une diminution de l'entérocolites nécrosante.
Donc, est-ce qu'on peut imaginer maintenant qu'il y ait une addition systématique dans les formules PREMA? Ça, il faut demander aux firmes, mais je crois que l'évidence de la littérature est là que les HMO protègent pour les enterocolites et en conséquence, la discussion de risque de probiotiques, parce que c'est ça qui est administré maintenant souvent pour diminuer le risque, que le risque de probiotiques et induire des septicémies est tout à fait ne se fera pas avec les HMO. Très bien, on est en train d'approcher de la fin. Pour l'instant, pas d'autres questions. Personne ne pose de questions pour l'instant. Ok, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce symposium, ce petit webinaire sur les HMO. Je remercie beaucoup le professeur Yvan Van der Plas à Bruxelles, le docteur Hugues Piloquet qui est venu de Nantes pour faire cette présentation, et naturellement la société Nestlé qui a permis de nous faire comprendre toute une série de données nouvelles sur ces molécules qui sont en cours d'investigation. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne poursuite de ce congrès de la Société française de pédiatrie.